Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Eve Bocara. Salut à tous et bienvenue sur Studio Kalita dans notre chronique sur les grandes figures de l'État d'Israël via les noms de rues qui jalonnent le pays. Aujourd'hui, on va parler du premier président de l'État d'Israël, j'ai nommé Chaim Weizmann. Qu'est-ce qui a le plus contribué à la célébrité de ce grand leader sioniste ? Est-ce sa présidence de l'État d'Israël dès 1948 ? Son rôle durant la Première Guerre mondiale pour obtenir d'Arthur Balfour, la déclaration de Balfour, ou son impact sur l'organisation sioniste, mondiale sioniste qu'il a présidée pendant toute la période du mandat britannique sur la Palestine. En tout cas, Chaim Weizmann reste un grand nom de l'histoire de l'État d'Israël. Il est né en 1874 à Motol, une bourgade voisine de Pinsk en Biélorussie, une vraie petite ville juive où le jeune Chaim ira à l'école. À la fin du 19e siècle, Pinsk est une ville d'environ 30 000 habitants, dont les 3/4 sont juifs. Le mouvement des Rochevet Sion y fait rapidement des émules, notamment de Ozer Weizmann, le père de Chaim, et de sa femme Rachel Léa. Chaim est le troisième de 15 enfants. La famille est modeste, mais relativement aisée. Les traditions juives et les fêtes sont organisées soigneusement. Et Chaim Weizmann, enfant, a un professeur d'hébreu qui lui enseigne la langue, mais aussi l'amour de la terre d'Israël. Malheureusement, la famille traverse des revers de fortune et Chaim Weizmann, devenu adolescent, doit gagner sa vie en donnant des cours d'hébreu à de riches enfants de Pinsk. Mais il continue ses cours à l'école russe et se montre un élève brillant, spécialement doué pour les sciences. À 18 ans, à l'âge d'entamer des études supérieures, il quitte Pinsk en réaction au numerus clausus imposé aux étudiants juifs dans les universités en Russie et il rejoint Berlin. Nous sommes en 1892. À Berlin, il va étudier la chimie pendant 6 ans, en même temps qu'il fait son entrée dans un groupe de futurs leaders sionistes venus terminer leurs études en Allemagne. Nachman Syrkin ou Léo Motzkin s'y trouvent. Un peu plus âgés que lui font partager leurs aspirations sionistes. La parution du livre de Theodor Herzl, l'État juif, les enthousiasme tous les trois et s'ensuivent d'interminables conversations sur l'avenir du peuple juif. Quand le mouvement sioniste prend véritablement forme, Chaim Weizmann y adhère avec passion. La personnalité et les discours de Herzl le fascinent. En 1898, Chaim Weizmann va quitter Berlin pour achever son doctorat en Suisse. À 25 ans, il est nommé maître de conférences à l'université de Genève, mais il retourne régulièrement à Pinsk où ses parents sont installés. Il garde ainsi le contact avec les masses juives de Russie. Son père partage son enthousiasme pour les idées de Theodor Herzl et c'est ensemble qu'ils se retrouvent au 6e congrès, celui de 1903, celui-là même où Theodor Herzl propose le projet Ouganda. Malgré leur admiration pour Herzl, ils font partie de ses plus virulents opposants, ceux qui vont quitter, comme d'autres, la salle pour aller porter le deuil de l'idéal sioniste dans une salle voisine. On sait que ce groupe aura gain de cause et que le projet Ouganda sera abandonné. En 1904, sentant sa carrière scientifique bloquée à Genève, Chaim Weizmann décide de partir pour Manchester en Angleterre afin de mener à bien ses recherches et ses qualités de chimiste et d'enseignant sont déjà remarquables. En 1906, il va épouser Vera, rencontrée durant leurs années d'études communes. Et c'est cette année aussi qu'a lieu sa rencontre avec Arthur Balfour, une rencontre, on le sait, qui sera décisive pour le peuple juif. Et on se retrouve très vite pour un deuxième épisode de la vie de Chaim Weizmann. Merci. Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Eve Bocara.